Radio J. Le forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au forum Radio J. Donc vous êtes l'invité Amélie de Montchalin. Bonjour. Bonjour. Alors au menu de cette émission, ça concerne votre domaine de compétences, la préparation du budget et puis le contexte économique et social. Du rapport alarmant de la Cour des comptes au constat sans appel de François Bayrou qui parle de dangers extrêmes et de climat politique désespérant. Quelle piste dans ce contexte pour redresser les finances publiques ? Comment trouver les 40 milliards d'économies nécessaires et aussi redresser les comptes publics en rognant sur les dépenses de santé, sur le budget des collectivités locales, sur le social ou en augmentant les impôts. Mais pour commencer, Amélie de Montchalin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'on paye les choix en matière de baisse d'impôts depuis 7 ans, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ou le fait que les Français ne travaillent pas assez depuis 1980, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, les 39 puis les 35 heures, la 5e semaine de congés payés et peut-être aussi encore les RTT. Qu'est-ce qu'on paye ? On paye d'abord 3 ans de crise majeure, ou même 4 ans de crise majeure. On a eu la crise du Covid, on a eu la crise liée à l'agression russe en Ukraine, on a eu la crise de l'inflation, on a créé des dépenses de crise. Et ça, il faut aujourd'hui qu'on puisse évidemment nous remettre en ordre, c'est-à-dire remettre notre pays à l'équilibre. La deuxième chose qu'on paye, c'est effectivement, nous sommes un pays qui a 20% de PIB par habitant de moins que nos voisins. Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas assez ? Parce qu'on n'est pas assez nombreux à travailler. Le sujet, c'est pas tellement les gens qui ont un travail, de savoir s'ils doivent travailler plus. Le sujet, c'est comment nos jeunes mettent en France 2 ans de plus qu'ailleurs en Europe à trouver un emploi. Comment nos seniors arrêtent d'être mis à la porte parce qu'à un moment donné, ils ont l'âge fatidique qui fait qu'ils sont mis dehors trop vite. Et ça, si nous avions le taux d'emploi des jeunes et des seniors de nos voisins allemands ou anglais, nous aurions quasiment résolu nos problèmes de finances publiques. Mais ici, avec des scies, on met Paris en bouteille. Oui, mais ça veut dire quoi ? Depuis 2017, le président de la République s'est engagé franchement dans une politique qui soutenait le travail pour qu'on fasse baisser le chômage. Vous savez, pendant des années, on a dit il n'y a pas de solution, c'est une fatalité, le chômage de masse, il est là pour toujours. C'est pas le cas. On a fait baisser le chômage, on a fait augmenter le taux d'emploi et des jeunes et des seniors, mais il reste beaucoup de travail. Et donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que les annonces du Premier ministre et ce que ce gouvernement est en train de faire, avant même de parler de budget. Donc les annonces du 15 juillet. Oui, avant même de parler de budget, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à libérer le travail, la croissance, l'énergie des Français, les projets des Français, parce que sans croissance, sans travail en plus, l'équation budgétaire, maintenant, dans les 2 ou 3 ans, elle sera de plus en plus difficile. Et notre but, c'est quoi ? C'est qu'on redonne confiance aux Français, dans le fait qu'ils peuvent avoir des projets et qu'ils ne sont pas écrasés d'impôts et écrasés de dettes futures, et que cette confiance, elle est clé pour 2027. Parce que si on ne redonne pas la confiance aujourd'hui, 2027 sera un moment de sinistrose, voire de retour en arrière, voire de conservatisme. 2027, vous parlez de la campagne présidentielle. Oui, et donc remettre en ordre notre pays maintenant, mais surtout lui redonner confiance, et donc se dire que la clé de tout ça, il y a évidemment, et on va y venir, des économies à faire et des choix à faire. Mais avant tout, libérer les Français qui puissent avoir des projets, qu'on leur redonne de la stabilité politique, et que notre pays recrée des emplois et du travail. Alors, vous parlez des annonces du Premier ministre le 15 juillet, justement. Est-ce que vous confirmez, Madame la ministre des Comptes publics, que François Bayrou annoncera le 15 juillet que la moitié ou les 2/3 des économies à faire et demandera au groupe parlementaire de lui faire des propositions pour le reste, c'est-à-dire 20, 15 ou 20 milliards d'un côté et le reste à trouver du côté des parlementaires. En clair, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas parvenu à trouver les 40 milliards d'économies nécessaires pour le budget 2026. Donc vous avez tout faux, en gros. D'après l'article du Figaro qui annonce ça. 2 choses. D'abord, le Premier ministre s'exprimera le 15 juillet. C'est un moment très important, c'est un moment inédit. Jamais un Premier ministre, au cœur de l'été, bien en amont de ce qu'on fait d'habitude, ne va présenter un plan global qui, je l'ai dit, ne parlera pas que de budget. On ne peut pas juste parler de compte d'apothicaire. On doit parler de notre travail, notre croissance, nos emplois. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire. Nous avons, et j'ai travaillé évidemment, c'est mon rôle dans ce gouvernement depuis le 15 février, depuis la dernière promulgation du budget 2025, qui est un budget déjà très ambitieux. Et nous avons travaillé avec les parlementaires, avec les députés, je pense à des gens comme David Amiel, Mathieu Lefebvre, Sylvain Maillard, Jean-René Cazeneuve, les sénateurs, sénateur Husson, la sénatrice Lavarde, bref, on a travaillé avec tous les parlementaires. C'est que des parlementaires Renaissance. Et avec Jean-Paul Mattei, et bref, avec tous les parlementaires dits du socle commun, avec aussi Jean-Didier Berger, bref, on a travaillé. C'est-à-dire comment on construit la suite. La suite, c'est
comment, justement, on se remet sur une trajectoire où on arrête d'augmenter la dette. Comment, en 2029, on arrive à 3% de déficit. Et donc, ce travail arrive à ce que, avec Éric Lombard, dans les dernières semaines, j'ai présenté au Premier ministre un projet qui permet de faire 40 milliards d'économies avec une absence de hausse d'impôts, parce que les Français, aujourd'hui, voient bien que la solution n'est pas dans les impôts, et c'est tout à fait possible. Et heureusement que c'est possible. On a 57% de notre PIB en dépenses publiques. Rappelez le chiffre, le montant du PIB. Le PIB, c'est à peu près 3 000 milliards d'euros. Et nos dépenses donc 40 publiques... milliards à trouver là-dedans. Nos dépenses publiques, vous voyez, cette année, c'est 1 700 milliards. On est les champions du monde de la dépense publique. Donc, ce que je peux vous confirmer, c'est que nous avons proposé au Premier ministre un projet qui est fondé sur les économies, co-construit avec les parlementaires du socle commun, et sur lesquels, bien sûr, le travail se poursuit, les échanges avec les ministres se poursuivent, les arbitrages du Premier ministre sont faits, et il présentera la manière dont il veut organiser tout ça, non pas seulement en 2026, mais aussi pour la suite. Donc, il présentera, parce que c'est important ce que vous dites, a priori, la première fois que vous dites ça, c'est que le projet de budget tel que vous l'avez conçu est prêt, vous l'avez remis au Premier ministre, et il contient 40 milliards d'économies. Ce qu'a annoncé le Figaro dans la semaine, c'est-à-dire qu'il ne présenterait qu'une partie des économies à faire, c'est faux. Mais deux choses. Ouais. Que, vous voyez, la ministre des Comptes publics que je suis, que avec Éric Lombard à Bercy, avec l'ensemble des parlementaires du socle commun, et d'ailleurs beaucoup d'autres, nous travaillons à proposer un budget qui réponde à ce que les Français veulent. Les Français veulent que nous arrêtions de penser que les impôts sont une solution. Et que donc, il n'y a pas de hausse d'impôts généralisée. On ne va pas se dire, c'est par un petit coup de TVA, un petit coup de CSG, un petit coup d'impôt sur le revenu, un petit coup d'impôt sur les sociétés qu'on va s'en sortir. Il faut sortir de ça. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on a fait comme ça. Le bilan, c'est quoi ? C'est qu'on est toujours avec une dette qui augmente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment que ce que le Premier ministre va annoncer, c'est pas le budget dans son détail. Ouais. Ça sera présenté en octobre. Mais 40 milliards d'économies, je reprends ce que vous dites. C'est un plan à 40 milliards, massivement... Que vous avez proposé. Massivement avec des économies. Il y a quelques mesures fiscales, je peux vous donner un exemple. On a beaucoup parlé, vous savez, des petits colis qui arrivent de Chine. On a dit qu'on voulait mettre, vous savez, une redevance par petit colis pour payer les contrôles. Ça va être fait ? Ça, c'est évidemment, on l'a annoncé, j'ai proposé au Premier ministre qu'on aille au bout. Et ça rapporte combien, ça ? Ça rapporte entre 500 millions et peut-être 1 milliard. Donc, il y a des mesures fiscales à la marge. Il y a une revue des niches fiscales que les parlementaires souhaitent engager et qu'on va poursuivre. Donc, attends, pour nos auditeurs, il faut dire des choses. Revue des niches fiscales et puis aussi la suppression des agences de l'État. Il y a plein de choses. Ça, c'est des économies. Donc, ce que je veux vous dire, ce qui est important que les Français comprennent, c'est nous, on a fait, évidemment, notre travail. Qu'on puisse faire des économies, il n'y a pas de doute. Que le Premier ministre veuille faire des économies, je pense qu'il l'a dit sur tous les tons. Que notre gouvernement ne veuille pas augmenter les impôts par facilité, on l'a dit sur tous les tons. Le Premier ministre, aujourd'hui, il fait ses arbitrages, il présentera les choses, mais surtout, je vais y revenir, nous devons chercher un compromis. Il y a un budget ambitieux d'une part à construire et il y a un compromis à bâtir. Ce compromis, ça veut dire quoi ? Avec qui le compromis ? Au niveau du cercle commun ou au niveau de tous les groupes parlementaires ? Au niveau de tous les groupes parlementaires qui souhaiteront participer à ce compromis. Pourquoi ? Parce que si on a raison tout seul, il n'y a pas de budget. Si on a raison tout seul... Il n'y a pas de budget voté, vous voulez dire. Oui, il y aura ce qui, aujourd'hui, mine la France. C'est ce coup près qui est soit la censure, soit les impôts. Moi, je ne veux ni la censure, ni les impôts. Je ne fais pas le pari de l'échec, sinon je ne serais pas devant vous ce matin. Et donc, oui, bien sûr qu'on va discuter. Et qu'est-ce que ça signale, ce que vous lisez dans les journaux ? C'est que, évidemment, ce que va dire le Premier ministre et ce qui va être annoncé doit pouvoir faire l'objet d'une amélioration par les groupes parlementaires s'ils le souhaitent. D'ailleurs, en février dernier, le compromis qu'on a bâti, ça a permis d'avoir un meilleur budget. Moi, je crois que le compromis, ce n'est pas un affaiblissement. C'est quand on écoute tout le monde, on fait les choses en général mieux. Donc, il y aura évidemment, vous voyez, entre le moment où le 15 juillet, le Premier ministre annonce son plan, les grandes orientations, les grands principes, la manière dont on peut construire les choses, le début du mois d'octobre où le budget est présenté, puis les discussions parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, puis à la fin, vous voyez, le moment où le budget devient une réalité, entre maintenant et, vous voyez, le début du mois de décembre, on a le temps d'améliorer les choses. Et donc, je veux aussi donner clairement le message. Notre gouvernement, il a une double mission. Un budget qui remet en ordre nos comptes et le chemin d'un compromis. Parce que s'il n'y a pas de compromis, qu'est-ce qui va se passer ? Et on l'entend, tous les patrons, tous les Français nous disent, la menace permanente de censure est un problème en soi. Et on va reparler de ça. Mais ce que je retiens dans ce que vous avez dit, puisque ça m'a marqué, c'est que vous avez présenté, vous, la ministre des Comptes publics,
un projet de budget complet, et pas incomplet, complet avec 40 milliards d'économies au Premier ministre. Avec 40 milliards de mesures, massivement sur des économies. Et massivement, ça veut dire quel pourcentage? Je ne sais pas vous dire les pourcentages, mais il y a quelques mesures fiscales. Il n'y a pas 40... Les mesures fiscales, ça représente quoi? C'est à la marge ou c'est important? C'est quelques milliards, et c'est clair. Quelques milliards, c'est 3, 5, 10? Vous verrez, et ce sera les arbitrages du Premier ministre. Ouais. Mais on a évidemment des choses qui sont dans le débat et qui sont claires. Nous n'avons pas comme projet, et on le dit avec Éric Lombard sur tous les tons, et tous les parlementaires du socle commun, et d'ailleurs je pense que tous les Français nous disent, et il faut les entendre, ce n'est pas par des hausses d'impôts généralisées qu'on va se donner l'illusion qu'on a réglé le problème. Et pourtant, il y a le Braun-Pivet, président de l'Assemblée quand même. Elle pense qu'une hausse d'impôts est une piste à explorer. Nous sommes en train, avec Éric Lombard, de recevoir tous les groupes politiques, tous les groupes parlementaires, tous les leaders de l'opposition et de la majorité qui viennent nous proposer leurs pistes, leurs réflexions. On le fait depuis des mois. Ce que dit Yann Braun-Pivet, elle a raison ou pas? Elle participe au débat. Ouais. Et ensuite, le gouvernement et le Premier ministre feront des annonces, feront des choix. Il y aura des débats qui continueront. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, la ligne que je porte depuis le premier jour, je suis arrivé dans ce bureau, vous savez, le 23 décembre. J'ai dit, il faut absolument rassurer les classes moyennes, les classes populaires, les patrons de TPE, les patrons de PME, les patrons d'entreprise. On a besoin que les Français aient confiance. Y compris les ultra-riches? On a toujours dit que nous croyons à l'équité fiscale, on croit surtout à l'efficacité fiscale. Il y a évidemment des mécanismes de suroptimisation qui sont aujourd'hui légaux et qu'il faut qu'on encadre mieux. Et qui va être fait dans le cadre du budget 2026. On a toujours travaillé sur ce sujet. Là aussi, pas de scoop. Quand on est ministre, vous voyez, des comptes publics, on s'assure que les impôts qui existent soient payés. On va en reparler. Vous dites pas de dose d'impôt généralisée. Moi, je comprends qu'il y aura des hausses d'impôts. Pas de généralisé, ça veut dire qu'il y en aura quand même. Mais de quel ordre, dans quel domaine, un exemple. Et comment? Quand vous avez des parlementaires qui, parfois, depuis 10 ans, disent quelque chose sur laquelle je suis totalement d'accord. Est-ce qu'on veut un pays avec des taux d'imposition élevés et plein de niches fiscales, ou est-ce qu'on veut pas avoir moins de niches fiscales pour quelques-uns, mais des taux d'imposition plus bas pour tout le monde? Et ça veut dire de quelle niche fiscale vous parlez? Il y a des niches fiscales avec 10, 20 contribuables qui en bénéficient. Et c'est quoi, par exemple? Pour être précis pour nos auditeurs. Moi, vous savez, avec Joël Giraud, quand j'étais député à la Commission des Finances, dans le projet de loi de budget de 2019, nous avions supprimé une trentaine de niches fiscales qui bénéficiaient à moins de 20 contribuables. Et qui rapportaient beaucoup d'argent? Ça avait rapporté... Qui coûtait beaucoup d'argent à l'État? Ça avait rapporté quelques centaines de millions d'euros. Quand même. Et donc, c'est une forme de hausse d'impôt. Après, ce que j'ai toujours dit, c'est si, en supprimant ces niches fiscales, si les parlementaires veulent aller au bout, et si on le fait avec eux, et que ça rapporte beaucoup d'argent, il faudra qu'on baisse les taux d'imposition, parce qu'on ne veut pas faire un projet qui repose sur les impôts. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y aura zéro révision des niches fiscales. Je vous ai parlé de la taxe petit colis. Il y a des choses de cet ordre-là. Mais notre obsession, c'est que les Français retrouvent confiance, c'est qu'on soutienne le travail, c'est qu'on croit au fait que notre pays peut générer de la croissance, c'est qu'on incite les Français à avoir des projets. Et pour ça, c'est par des économies sur notre organisation. J'en viens aux agences et aux opérateurs. Ouais. Mais moi, ce qui me déprime, c'est qu'on sait que notre État est morcelé, fragmenté, qu'on doit mieux l'organiser, que les politiques publiques doivent être plus efficaces, que parfois on a 5 ou 6 interlocuteurs dans l'État différents pour porter une même politique publique. Le rapport de Christine Lavarde et qui a été présenté au Sénat, il est excellent, il est remarquable. Il fait un travail que les parlementaires font de photographie. Est-ce qu'il peut être mis en œuvre en 2 mois? D'abord, il doit être mis en œuvre. En 2 mois, d'ici à la fin du... Et il y a des mesures qui sont des mesures réglementaires, il y a des mesures qui sont des mesures législatives. Donc quand c'est du législatif, il faut avoir le texte qui va bien. Mais au-delà de ça, Christine Lavarde dit, sur le pur fonctionnement des agences et d'opérateurs, on peut faire à peu près 500 millions d'économies. Nous, et on a annoncé qu'on peut faire plutôt au moins 2 à 3 milliards d'économies sur 2 à 3 ans, en ajoutant à ces propositions... 1 milliard par an, en ajoutant à ces propositions des réflexions sur les missions, sur le périmètre, sur l'efficacité des politiques publiques. Et si on fait les deux ensemble, heureusement qu'on peut dire aux Français qu'on a 2 à 3 milliards d'efficacité et donc de leurs impôts à mieux utiliser. Et ça fait partie des propositions que vous avez faites le Premier ministre en a parlé depuis le premier jour. Quand il monte à la tribune pour faire sa déclaration de politique générale, il parle des agences, il parle des opérateurs. On a fait le travail. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit ça, c'est pour ça qu'on se pose des questions. Oui, mais là, vous avez un gouvernement qui veut agir, vous avez des parlementaires qui font un travail très important de recensement, vous avez effectivement des Français, des élus dans les collectivités locales, des agents publics eux-mêmes, qui nous disent on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où tout cela est aussi illisible. Donc ça fait partie effectivement de ce qu'on a présenté avec Éric Lombard au Premier ministre et sur lequel il travaille, il discute avec les ministres,
il rendra des arbitrages et il annoncera le 15 juillet sa feuille de route. Et donc, je vous répète, un plan de 40 milliards d'économies. Un plan de 40 milliards qui tient la double promesse de redonner confiance aux Français en se disant que c'est pas par les impôts qu'on va s'en sortir et que donc c'est pas par les impôts qu'on construit ce plan à 40 milliards. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons que ce plan il corresponde à la vision de notre pays, notamment sur le soutien à l'emploi, à la croissance, aux entreprises, et que donc on explique aux Français que les économies, ce sont des choix. C'est pas un rabot généralisé. Ah, c'est pas un rabot généralisé. C'est pas tout le monde a la même. On rabote tout d'un peu et puis on se dit qu'on a réussi. Ce sont des choix. Et des choix que j'ai eu l'occasion d'échanger, sur lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger avec les ministres, qui portent tous des priorités, qui sont des ministres qui, dans leur champ, ont une vision. Et ce budget, il doit pouvoir incarner ces choix et cette vision. Au fond, vous savez, un budget, c'est pas un tableau de chiffres. C'est un tableau de choix. C'est ça qu'on doit pouvoir incarner dans les semaines qui viennent. Tableau de choix. La Cour des comptes, son dernier rapport est alarmant. En clair, on risque des difficultés si les décisions ne sont pas prises. Ce que vous nous annoncez, a priori. Partant de là, il y a deux solutions. Comme vous dites, des coups de rabot ou prendre le taureau par les cornes à travers des décisions désagréables. Est-ce que vous croyez que les Français sont prêts à accepter des décisions désagréables? D'abord, ce que dit la Cour des comptes. Et éventuellement un choc le 15 juillet. Vous savez, depuis quelques mois, la Cour des comptes dit des choses, et elle le dit depuis longtemps, très claires. Et je pense que les Français... Et vous faites le même constat que la Cour des comptes. C'est la vigie des finances publiques, et elle dit des choses qui sont implacables. On n'a pas attendu 2026 pour agir. Cette année-là, en 2025. Et ce que tout le monde oublie, et que je veux rappeler, nous sommes en train déjà de porter un budget très ambitieux. Ce budget 2025, il porte les économies sur le fonctionnement de l'État, sur ce qu'on appelle le train de vie de l'État, sur les recrutements, sur les achats, sur tout ce qui fait le fonctionnement, qui est le plus grand plan d'économie depuis 25 ans. En ce moment-là, en 2025. Mais on parle de 26. Oui, mais la Cour des comptes, elle parle, on l'écoute déjà. Et on doit continuer à l'écouter, et on doit le faire année après année. Après, Donc il ne vous énerve pas, Pierre Moscovici? Mais c'est tout le contraire. Pierre Moscovici, il est dans un rôle essentiel dans le débat démocratique qui est le nôtre, qui est d'être cette vigie, cet acteur indépendant qui montre aux Français, aux parlementaires, aux décideurs là où nous en êtes. Et il dit une chose sur laquelle, depuis des mois, je m'exprime. Soit nous décidons maintenant pour nous-mêmes. Et nous faisons nos choix démocratiquement maintenant. Et on bâtit un compromis maintenant. Sinon... Et donc on choisit nous-mêmes. Sinon... Soit, et il le montre très bien. Et nous sommes tous ceux qui savons... Pierre Moscovici. Oui, et nous savons tous ceux qui travaillons sur les enjeux de finances publiques. Soit on ne fait rien, on se laisse glisser, et dans quelques mois, et au plus tard quelques années, nous serons contraints par d'autres. D'autres, c'est nos créanciers. D'autres, c'est les institutions internationales, les institutions européennes. Un jour, peut-être même le FMI. Vous savez, il y a des pays qui se sont laissés glisser. La Grèce, donc ça veut dire que... L'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Irlande, tous ces pays-là... Tous ces pays qui aujourd'hui... Il y a 15 ans, ils ont fait des choix budgétaires qui n'étaient pas les leurs, mais qui étaient ce qui a été imposé de l'extérieur. Moi, je souhaite que nous restions un pays souverain, un pays libre, que nous tenions l'héritage du général de Gaulle, qui est de faire de la France un pays qui choisit elle-même son destin. Aujourd'hui, notre souveraineté, vous voyez, elle est mise... Elle est pas attaquée, mais elle est fragilisée sur deux plans. Notre souveraineté financière, est-ce qu'on est capable de faire des choix pour nous-mêmes, et notre souveraineté géostratégique, c'est notre choix de défense, et c'est tout le projet que porte le président de la République sur notamment la défense européenne, l'autonomie stratégique. Il faut qu'on puisse, sur ces deux souverainetés, avoir les moyens de le faire. Et les faire ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Sinon, ce que vous nous dites, c'est que la France sera rattrapée par le tocsin de la faillite. Et surtout, nous perdrons notre liberté. Nous serons un peuple dépendant. Dépendant du choix de nos créanciers, dépendant du choix des institutions centrales. Je ne le souhaite pas. C'est un risque, vous dites. Et c'est un risque majeur. Vous savez, il y a eu une situation... François Fillon, en 2007, disait la France, je suis à la tête d'un État en faillite. Mais moi, le sujet, c'est moins la faillite. C'est moins la faillite que la perte de liberté. C'est moins la faillite que... C'est lié. De savoir si c'est dans l'hémicycle, au Sénat, avec les forces politiques, et on voit bien au fond, ça dépasse le budget. C'est comment on rend les 2 ans qui viennent utiles, comment ce temps n'est pas perdu. Il faut tout faire avant la présidentielle pour vous, sinon il n'y a plus de débat présidentiel intéressant. Ce que je dis, et ce que d'ailleurs je crois tous les acteurs qui, à raison, et avec souvent des intentions, je parle notamment de ma famille politique, veulent jouer un rôle en 2027. Si on veut que ce débat démocratique soit un débat sain, et un débat que les Français attendent comme un débat très important pour notre avenir. Si on vit sous la menace d'une dégradation de notre note souveraine, sous la menace de la dette, avec un déficit, vous voyez, à 5 ou 6%, ce débat démocratique, d'une certaine manière, il sera volé aux Français. Et donc moi, ma mission, c'est de remettre de l'ordre dans la maison avant, pour que nous puissions avoir
un moment de choix qui soit un moment de choix effectif, qui n'ait pas de contraintes budgétaires encore plus grandes dans les 2 ans qui viennent, et que nous restions un pays libre. Et donc, c'est ça qu'on doit faire avant 2027. Quelques questions précises qui sont la conséquence de ce que vous venez de dire. Sur les aides aux entreprises et aux ménages remontant aux crises qui se sont succédées, notamment celle du Covid, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Donc, la méthode que nous avons suivie et que donc, nous avons proposée au Premier ministre, c'est de regarder ce que nous dépensions en 2019. Vous savez, en 2019, la sécurité sociale était à l'équilibre. Donc avant le Covid. Hein. Exactement. Et le déficit était autour de 2,5%. Ouais. En 2019, depuis, on a créé des choses. Il y a des choses qu'on veut garder, très bien, on l'assume, on le finance. Il y a des choses qu'on a créées. Notamment le quoi qu'il en coûte qui a été abandonné. Mais parce qu'à un moment donné, il fallait soutenir les entreprises, il fallait soutenir les emplois, mais on n'est plus dans le même monde. Vous voyez bien, par exemple, sur le soutien, par exemple, face à l'inflation dans le domaine de l'énergie, le monde n'est plus le même. Le baril de pétrole est au plus bas et l'inflation est même inférieure à 1% en ce moment. Donc, cette revue, on l'a menée, ça fait partie d'une partie du plan des économies dont je vous ai parlé. Et donc, on va méthodiquement, et le Premier ministre poursuit ce travail, regarder comment, sur certains éléments, on fait le choix de faire une pause, de faire un arrêt, même de supprimer certains dispositifs. Lesquels ? Ce sera annoncé le 15 juillet. Certains dispositifs en direction des entreprises ou des ménages, des entreprises et des ménages. Des dispositifs de crise dont on doit se dire est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas, et si on les garde, il faut qu'on les finance. Parce qu'en fait, en 2019, ils n'existaient pas. Et vous savez, à l'époque, on avait un déficit qui était, pour le coup, très tenu et tout à fait beaucoup plus proche de l'équilibre. Il y a un autre dispositif qui peut-être pose problème, c'est la TVA sur la restauration. 3 milliards 500 millions d'euros de TVA réduite pour la restauration. Pourquoi ce cadeau fiscal bénéficie-t-il encore à ceux qui ne cuisinent pas ? Pourquoi un plat industriel réchauffé est-il taxé comme un plat préparé sur place ? Pourquoi ne pas faire la différence entre ceux qui cuisinent et, on va dire, ceux qui trichent ? Donc, là aussi, il y a 500 sujets sur lesquels vous avez... Mais la TVA sur la restauration, c'est important. 3 milliards 500 millions d'euros par an. Non. C'est une forme de soutien. Ouais. Vous savez dans quelles circonstances ça a été décidé. Au départ, on avait dit, du temps de Nicolas Sarkozy, ça sera plus d'emplois et des prix plus bas. Ça n'a pas été le cas. Donc, je ne vais pas répondre à votre question, pas parce que je n'ai pas envie d'y répondre, mais parce qu'il y a une méthode. Nous travaillons sur des principes. Il y aura des annonces. Ensuite, il y aura des débats parlementaires. Il y y aura des débats parlementaires. Et ça sera lancé dans le débat, la TVA sur la restauration. Je rappelle juste, pour nos auditeurs, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire, mais les règles de TVA, elles sont strictes, elles sont contraignantes, elles sont définies parfois au niveau européen. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Parfois. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Mais il faut qu'on s'assure que ce soit... vous voyez, le sujet, c'est comment on différencie ce qui est de la restauration dite industrielle et ce qui est de la restauration... Voilà. Olivia Grégoire et des ministres précédents ont beaucoup travaillé sur le sujet. Mais je ne veux pas répondre à ni oui ni non, parce que sinon, vous voyez, on va noyer notre approche du moment qui est les principes, la vision, le cap, ce qui pour nous est important, avec un débat qui sera, de toute façon, qui va avoir lieu en temps voulu. Est-ce que vous souhaitez que ce débat soit ouvert sur la TVA sur la restauration ? Moi, je souhaite que les parlementaires, parce que c'est beaucoup porté par les parlementaires, puissent, dans le débat qui vient, et nous avons d'ailleurs, avec toutes mes équipes et toutes les équipes de Bercy, fait une chose inédite. D'habitude, les parlementaires, on leur donne pas de données, on leur dit travaille dans leur coin, et on ne permet pas qu'ils fassent un travail étayé. Sur ces sujets, comme sur tous les sujets, Bercy, on a ouvert la boîte noire, comme on dit, on a fait transparence. C'est pas la boîte de Pandore. Transparence sur les chiffres, sur tous les éléments pour qu'ils puissent faire des propositions qui soient des propositions viables. Viendra le temps du débat parlementaire, c'est l'automne. Alors, vous êtes déclaré mercredi favorable à une pause sur certaines dépenses publiques, et c'est-à-dire que 2026 va être une année blanche, mais surtout avec quelles conséquences, si c'est une année blanche, pour les retraites, les prestations sociales et aussi le barème de l'impôt sur le revenu. Année blanche ou pas ? Ce que je dis. Et vous allez voir, c'est vraiment, année blanche ou pas, c'est vraiment du bon sens. Évidemment que si on fait un plan d'économie, un plan d'économie, c'est quoi ? Comme je vous ai dit, c'est pas on prend toutes les dépenses et on met moins 2% et on se dit qu'on a fait le travail. Arbitraire, quoi. C'est pas des coupes sombres, c'est pas des coupes arbitraires. Là, vous allez voir le scoop. Le scoop, c'est que je vais vous dire, dans un plan d'économie, il y a des choses qu'on arrête, des choses qu'on ralentit, il y a des choses qu'on fait moins vite, puis il y a des choses qu'on fait parce qu'on a envie de le faire et qu'on fait à plein, et c'est un choix. Et donc, c'est bien de tout cela que le Premier ministre parlera le 15 juillet. Dans le plan que nous avons donc construit avec un certain nombre de parlementaires et qui a été donc présenté avec Éric Lombard au Premier ministre dans les derniers jours, il y a des choses qu'on ralentit, il y a des choses qu'on met en pause. Ça veut dire qu'il y aura une année blanche complète ou pour certains domaines ? L'année blanche, vous savez, il y a 50 nuances de blanc. Oui, c'est pour ça. Et donc, les parlementaires, notamment le président du Sénat, a fait des propositions. Tout cela est en train d'être arbitré, mais je confirme aux Français que ces arbitrages, ils sont menés avec une ligne
faire des économies qui soient partagées, qui soient compréhensibles, qui soient lisibles et qui évitent que nous ayons à recourir à, sinon, la facilité de l'impôt qui est au fond une illusion, qui est un danger pour notre pays. Et c'est bien de cela que nous ne voulons pas. Et donc, sur l'année blanche, c'est quoi précisément votre réponse? Il y en aura une ou pas? 2026 sera une année blanche? Il y aura des choses qui vont être mises en pause, il y aura des choses qui vont être arrêtées, il y aura des choses qui vont être accélérées, et le Premier ministre expliquera aux Français comment on rend cet effort partagé. Quid des emplois à domicile? Puisqu'il y a un débat autour de ça. Je l'ai dit, je vais le redire. Là aussi, quand on évalue une niche fiscale, il y a des choses qu'on peut regarder dans le détail. Il y a des parlementaires qui le font depuis des années. Et moi, je souhaite que ces parlementaires, on encourage. Vous savez, moi, je crois à la démocratie. J'ai été député, c'était un immense... démocratie parlementaire. J'ai été député de l'Essonne. J'ai été à la commission des finances. C'était un immense honneur. C'est un travail qui, souvent, est regardé avec parfois un peu de condescendance de la part des administrations en disant les parlementaires ont des marottes. Ouais. Les parlementaires, ils travaillent. Et donc, sur ce sujet, depuis des années, vous avez des emplois à domicile, vous avez des parlementaires qui disent qu'il y a des choses à ajuster. Ce que j'ai dit, c'est que, par définition, nous ne pouvons pas interdire... Est-ce qu'il faut les moduler en fonction des revenus? Nous ne pouvions pas interdire le débat. En revanche, et je le redis à votre micro, il y a un dispositif d'emploi à domicile qui, aujourd'hui, fonctionne très bien, de manière unanimement vue comme étant très efficace. C'est le soutien aux familles pour faire garder les enfants, aux personnes âgées dépendantes quand elles sont chez elles, aux personnes handicapées. Tout cela, il faut qu'on le préserve. Et sur le ménage Et la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est une boussole et un cap. On ne va pas supprimer des dispositifs si la conséquence, c'est que ça encourage le travail illégal. Le travail au noir. Le travail au noir, comme on dit. Bon. Donc, les parlementaires font du travail, la Cour des comptes fait son travail, on a beaucoup d'éléments. Il y aura là aussi un débat parlementaire, mais je tiens à le dire, le gouvernement, et on le dit avec force, ne souhaite pas remettre en question les services qui accompagnent les personnes âgées, les personnes handicapées et les familles, et ne souhaite pas prendre des décisions qui aboutiraient à encourager le travail illégal. Pourquoi? Parce que le travail illégal, d'abord, c'est illégal, et deuxièmement, ça fait des cotisations en moins, ça fait moins de droits de protection pour les personnes qui travaillent, c'est pas notre objectif. Qu'est-ce qui est le plus grave? C'est que ça fait des cotisations en moins ou que c'est illégal? Ça va ensemble, en fait. C'est illégal parce que ça fait des cotisations en moins, en fait. Est-ce que vous êtes favorable à une taxation des super riches? Vous avez une manière de poser la question qui, en elle-même, montre qu'il faut qu'on soit... évidemment qu'il faut d'abord que tous les Français payent l'impôt. Qu'on soit riche ou qu'on ne soit pas riche. D'ailleurs, vous savez... payer plus d'impôts que... Et donc, j'ai toujours dit... Un taux plus important que j'ai toujours dit qu'il y a des propositions qui ne marchent pas. La taxe Zuckman, comme on l'appelle, elle ne fonctionne pas. On a vu notamment au Royaume-Uni 1400 personnes partir parce qu'il y a eu un impôt qui a été créé, 110 milliards fuir, ça ne résout rien. Ça a déjà été dit, mais est-ce qu'il faut trouver quelque chose pour en revanche, et vous l'avez... Moi, je suis donc à nouveau la ministre des Comptes publics, je suis la ministre, au fond, de l'efficacité fiscale, et il faut que les Français aient confiance sur le fait que les impôts qui existent soient payés par tous. On lutte contre la fraude. L'année dernière, on a encaissé 11,6 milliards d'euros de fraude fiscale. C'est plus que le budget du ministère de la Justice. Moi, j'ai pas la main qui tremble contre les abus, contre les fraudeurs, et s'il faut réécrire le droit pour que les choses soient plus claires et que ceux qui suroptimisent arrêtent de le faire, eh ben, vous voyez bien que je n'ai pas, comme on dit, de pudeur de gazelle sur le sujet. C'est ce que vous avez proposé à François Bayrou? Ce sont des travaux que nous menons, des travaux qui avaient d'ailleurs fait l'objet de discussions, notamment en janvier, en février. Là aussi, on travaille, et je pense qu'on peut rassurer les Français. Notre ligne, c'est quoi? C'est que je ne veux pas non plus que, sous couvert de débats qui ont une valeur, en fait, derrière, incidemment, on se dit, c'est quoi? On va taxer les entrepreneurs. On va empêcher les chefs d'entreprise d'investir. On va se remettre dans une logique qui a été délétère en France, c'est de décourager l'investissement, de décourager le travail, de décourager la croissance. Et il y a une chose qu'on a fait depuis 2017. Nous sommes redevenus le premier pays en termes d'attractivité des entreprises étrangères. Nous avons recréé des emplois industriels, et ça, il faut le préserver. Est-ce qu'il faut taxer? Est-ce que vous voulez taxer? Vous voyez, on ne parlait que d'impôts. Je vous ai dit, parce que ça fait partie du débat. Les super héritages, est-ce qu'il faut les taxer? À nouveau, on va arrêter ce débat. C'est intéressant, je pose des questions, mais parce que c'est très révélateur du débat actuel. Mais ça fait partie du débat actuel. Tout le monde vous parle, impôt, pas impôt. Mais les gens vous disent tous, globalement, on veut pas plus d'impôts, sauf qu'on parle jamais d'économie. Donc, je vous le redis. Vous avez dit 40 milliards d'économies, j'ai entendu. 40 milliards de mesures, massivement sur les économies. Massivement, ça veut dire qu'il y aura des impôts, c'est tout. Je vous ai parlé. Bon, je ne peux pas vous dire qu'il y en aura 0,0, puisque il y a la taxe sur les petits colis, il y a une révision de certaines niches fiscales, il y a certains ajustements qui peuvent évidemment avoir lieu, mais on est massivement sur un plan d'économie. Ce n'est pas par les impôts, je le redis avec force, ce n'est pas par les impôts que nous allons boucler ce budget. Donc ni par la TVA sociale. La TVA sociale, ce n'est pas un sujet budgétaire. C'est un sujet de financement de notre protection sociale. Est-ce que, vous savez, en 1945,
quand la sécurité sociale est créée par le Conseil national de la résistance. Nous sommes un pays jeune, nous sommes un pays où il y a beaucoup de salariés, et nous sommes un pays où l'emploi est stable, avec des gens qui font 40 ans, de 40 ans à la carrière dans la même entreprise ou au même endroit. Aujourd'hui, on est un pays qui a vieilli, il y a beaucoup moins de salariats parce qu'il y a plus d'auto-entrepreneurs, il y a plus d'indépendants, il y a plus de modalités différentes de travail, et les gens ne font plus 40 ans de carrière au même endroit. Donc ça a amené quoi? Qu'aujourd'hui, on a un pays où les dépenses notamment de santé, les dépenses de retraite, pèsent toujours beaucoup plus qu'ailleurs sur le travail. Ça nuit à deux choses, ça nuit à la compétitivité des entreprises, mais ça nuit aussi au pouvoir d'achat des salariés. Et donc, c'est un débat des partenaires sociaux. C'est eux qui, depuis 1945, sont en charge de la gouvernance de la sécurité sociale. Et je le dis là aussi avec force, c'est un débat d'abord sur le financement de la protection sociale, son équilibre. Ce n'est pas un débat budgétaire. S'il y a plus de croissance, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle pour le budget. Ouais. Mais c'est une conséquence. C'est pas la ministre du budget qui dit augmentons la TVA, puisque je vous ai dit et je le redis, nous ne voulons pas de hausse d'impôts généralisée. Donc les 40 milliards proposés par Gabriel Attal pour financer les hausses de salaire, ça va pas dans le bon sens. Mais c'est un débat que les partenaires sociaux peuvent avoir. Ouais. On peut très bien, mais vous voyez, on a tellement de charges sur le travail qu'on peut très bien imaginer qu'on en retire 40 milliards et qu'on le finance potentiellement autrement et qu'on repartage. Mais c'est aux partenaires sociaux. Et évidemment que les forces politiques sont légitimes à proposer des choses. Mais moi, ministre des Comptes publics, dans mon champ d'action, je ne suis pas en train d'annoncer aux Français que c'est par la TVA qu'on va régler le problème. Alors, dans l'actualité, il y a aussi cette polémique sur les énergies renouvelables qui a un peu divisé votre gouvernement. À Bruno Retailleau, qui a jugé nécessaire un arrêt des subventions publiques pour l'éolien et le photovoltaïque, votre collègue en charge de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, lui a répondu en dénonçant le populisme du ministre de l'Intérieur. Vous êtes sur la ligne Retailleau ou sur la ligne Pannier-Runacher? Je vais vous faire un scoop. Je suis sur la ligne du gouvernement. Mais c'est laquelle? On ne sait pas. La ligne du gouvernement. On ne sait pas, c'est la cacophonie intégrale. La ligne du gouvernement sur un sujet aussi sensible qui concerne tous les Français. C'est notre facture d'électricité tous les mois. Qui concerne toutes les entreprises et en particulier l'industrie qui consomme beaucoup d'électricité et beaucoup d'énergie. C'est quoi? Depuis 2017, depuis en tout cas en particulier la crise qu'on a vécue sur l'énergie, on a une ligne très claire. Parce qu'aussi on a 2017, le changement climatique. Ouais. On veut plus d'électricité décarbonée. Donc du nucléaire. Pour ce faire, nous relançons un programme nucléaire qui d'ailleurs est un programme d'investissement majeur qui portera ses fruits dans les 10 à 15 prochaines années. On dit 2038. Hein. Et entre-temps, nous savons qu'il y a une solution pour avoir de l'électricité décarbonée qui est à des coûts tout à fait acceptables et qui se déploie vite, ce sont les énergies renouvelables. Donc Bruno Retailleau a tout fait. Et ça, c'est la ligne du gouvernement, c'est l'arbitrage que le Premier ministre et le Président de la République ont réaffirmé. Après, c'est une autre chose. Vous pouvez avoir des partis politiques qui, parce qu'ils ont des projets pour après 2027, proposent des choses. C'est le débat politique. Mais la ligne du gouvernement, pour rassurer les Français, nous n'avons pas, à ce stade, il n'y a aucune annonce prévue de remettre en question cette stratégie qui est à la fois de relancer le nucléaire très fortement, de reconstruire des EPR, d'investir dans les nouvelles technologies, notamment des petits réacteurs, d'assumer de le faire. Et nous sommes très heureux de le faire parce qu'il y a de plus en plus de pays qui nous rejoignent. On a aujourd'hui une vingtaine de pays dans le monde qui veulent relancer le nucléaire et c'est une bonne nouvelle. Et de l'autre, c'est de dire, entre-temps, le renouvelable, vous savez, aujourd'hui, tout le renouvelable, c'est autant de puissance installée que tout le nucléaire. Donc, si on écoute ceux qui vous disent « Ah là là, le renouvelable depuis des années, qui vous disent « Le renouvelable, ça ne sert à rien », ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on aurait moitié de puissance, de capacité de production électrique. Et ceux qui nous disent « Le nucléaire, ça ne sert à rien », mais le nucléaire, vous voyez, donc très bien. Donc, dans un cas, on coupe la moitié de la production, dans le cas, on coupe l'autre moitié. En fait, on a besoin de 100% de capacité. Donc, et aujourd'hui, elle est à peu près moitié-moitié. Et c'est une bonne chose de continuer à pouvoir produire de l'électricité décarbonée. On sort d'une canicule. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, la canicule? C'est qu'il faut qu'on continue de s'occuper du changement climatique. On avance cette passe d'armes au sein du gouvernement sur l'électricité. A conduit Emmanuel Macron à déclarer, c'était hier, que le Premier ministre doit diriger son gouvernement et les ministres doivent s'occuper des politiques qu'ils conduisent et des affaires pour lesquelles ils sont nommés. Est-ce que ça ne fragilise pas et le gouvernement et surtout François Bayrou? On est un gouvernement, vous savez, qui a une particularité. C'est que nous venons de familles politiques qui, jusqu'il y a encore peu, se voyaient comme parfois des opposants. Nous sommes collectivement mis d'accord pour nous mettre d'accord sur l'essentiel. Et a priori, vous n'êtes d'accord sur rien. Mais nous sur pas grand-chose. On est d'accord sur beaucoup de choses. Regardez, sur les enjeux budgétaires, ce qui s'apprête à être présenté fait consensus entre nous sur la ligne, sur la manière de faire. On se met d'accord sur l'essentiel. Est-ce que ça ne fragilise pas François Bayrou? Ce qui fragiliserait François Bayrou, ce serait que nous soyons incapables dans ce pays
de nous mettre d'accord sur l'essentiel qui nous a amené à collectivement assumer de rejoindre un gouvernement où il y a, il est vrai, une diversité de familles politiques. Mais on travaille pour qui, là? On ne travaille pas pour nous. On travaille pour les Français. Les Français nous disent quoi? Mettez-vous d'accord, donnez-nous de la stabilité. La stabilité, ce n'est pas l'immobilisme, c'est la condition pour que les Français aient des projets, pour qu'ils aient un avenir. Et aujourd'hui, le temps qui est le nôtre, c'est celui de la responsabilité, c'est celui du courage, c'est celui de la transparence. Et il y aura un moment très important qui s'appelle 2027. Ce sera un moment de très grand débat démocratique. Mais d'ici là, nous devons permettre aux Français d'avoir des projets et d'envisager l'avenir et de ne pas mettre tout le pays sous cloche parce qu'il y aurait des débats qui nous empêcheraient d'avancer. Ça veut dire que Gabriel Attal a eu tort hier de se porter quelque part candidat pour 2027? D'abord, Gabriel Attal, il n'est pas au gouvernement et c'est tant mieux que dans ma famille politique, lui, Gérald Darmanin et d'autres veuillent proposer des projets, un chemin, un avenir. C'est très important. C'est très important qu'on ait un avenir, vous voyez, parce que sinon, on va tous se déprimer, se dire que le monde va s'arrêter. Le monde ne va pas s'arrêter en 2027. En revanche, moi, ma tâche, je me focalise sur les 2 ans qui viennent, sur comment on remet de l'ordre dans les comptes. D'autres s'occupent de comment on met de l'ordre dans la rue. D'autres s'occupent de comment on recrée, vous voyez, sur des enjeux majeurs, sur la santé, Catherine Vautrin, sur l'éducation, la réforme des enseignants que veut mener Elisabeth Borne, sur la Nouvelle-Calédonie, les échanges que porte Manuel Valls. On s'occupe, on est responsable. Et alors, on répond aux besoins des Français aujourd'hui. Et donc, pour répondre aux besoins des Français aujourd'hui, il faut, comme vous disiez tout à l'heure, que le budget soit voté. Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, aujourd'hui dans le JDD, il met la pression sur le gouvernement en considérant que la dissolution est la seule issue démocratique, refusant au passage l'année blanche, la ponction sur le pouvoir d'achat des Français, sur les retraités, et où il dit qu'il faut revoir l'accès des immigrés à certaines prestations sociales. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce qu'il vous fait peur? C'est cette menace, quelque part. Vous savez, la menace, on l'a depuis que nous sommes, depuis le 23 menace décembre. De censure, ouais. Non, mais, et d'ailleurs, tous les mois, il y a eu des motions de censure. Moi, je pense que c'est dramatique d'envoyer le signal aux Français que nous ne pouvons rien faire pour eux, nous ne pourrions rien faire pour le pays, et qu'on vivrait, vous voyez, les 2 ans qui viennent, à coup de menaces, qui de dissolution, que je rappelle que c'est une décision que seul le président de la République peut prendre, qui de censure, avec des gens dont c'est devenu maintenant la seule boussole politique, qui ne proposent rien. Il y a encore du côté des LFI, des gens qui pensent que c'est une décision en soi que d'amener le pays tous les mois à se demander si le gouvernement va tomber. Donc, non, mais vous répondez quoi à est-ce que j'ai peur? Chenet? Non, j'ai pas peur d'une chose. Même pas peur? Mais non, mais c'est pas ça le sujet. Mais si on a peur, on fait rien. Or, les Français veulent qu'on agisse. Donc, on va... Et si j'avais fait le pari de l'échec, j'aurais pas accepté d'être là, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que rien ne sert à rien. Donc, notre boussole, c'est qu'on se mette d'accord avec les partis politiques, avec les hommes et femmes politiques qui veulent que la France gagne. Il y a des gens qui veulent que la France perde, parce qu'ils pensent que si la France perd, eux, ils gagnent. Ben moi, je ne résous pas à accepter cela. Ensuite, il y aura des débats avec les forces politiques qui veulent que nous nous en sortions. Nous écoutons tout le monde. Si ça peut faire compromis, on prend les idées qui font compromis. Mais voyez bien que il y a une idée, par exemple, qui a été mise dans le débat par le Rassemblement national, qui est l'année blanche européenne, qui consisterait à dire qu'en 2026, on ne paye pas l'Union européenne. Oui, il en parle encore. J'aimerais juste qu'on explique ce que ça veut dire aux Français. Ouais. Ça veut dire que les agriculteurs, c'est aussi une année blanche. C'est 9 milliards d'euros qui n'arriveront pas dans les cours de ferme l'année prochaine si on fait ça pour nos agriculteurs. Est-ce que c'est responsable? Non. Censure, vous n'avez pas peur? A priori, est-ce que, je vous pose la conséquence de cette question, vous croyez que le budget 2026 il sera plus facile à adopter ou plus difficile à adopter que le budget 2025? C'est ni facile ni difficile, c'est un enjeu de courage et de responsabilité. C'est est-ce qu'autour de la table, avec une méthode, une transparence, pas d'entourloupe, et une forme d'authenticité et de sincérité. De la part de qui? Mais de personne. Ouais. Si on joue à des petits jeux politiciens, on n'y arrivera pas. Si on se dit que sincèrement, évidemment qu'on ne sera pas d'accord sur tout, mais que l'idée de, 1, faire baisser le déficit pour qu'on arrête d'augmenter la dette le plus vite possible, 2, donner de la stabilité aux Français pour qu'ils puissent avoir des projets, 3, le faire sans dire que les impôts, qui nous ont été des illusions et des mensonges et des poisons depuis des années, sont la solution à tous nos problèmes. Sur ces 3 éléments-là, je suis certaine que nous pouvons, si nous sommes responsables, eh bien trouver, est-ce que ça s'appelle un pacte, une coalition, j'en sais rien comment ça s'appelle, mais de se dire que pour les 2 ans... quoi. Une forme d'accord entre nous, tacite ou explicite, j'en sais rien. Pourquoi ça dure 2 ans? Et pour qu'on serve les Français. Vous savez pourquoi? Parce que les Français, en 2027, ils disqualifieront tous ceux qui, pendant les 2 ans qui viennent, auront plus pensé à leur personne, leur posture, qu'à l'action qu'ils doivent mener pour notre pays. Il reste 6 minutes, plein de questions. Concernant les droits de l'homme, les droits de douane,
face aux menaces de Trump. Éric Lombard a dit hier s'attendre à un accord ce week-end. Vous confirmez? On confirme. C'est-à-dire d'ici ce soir. On confirme qu'il y a une date que les Américains avaient fixée, qui était le 9 juillet, que nous avons travaillé à faire respecter nos droits d'Européens, que nous ne voulons pas passer sous le bus nos entreprises, notre compétitivité, notre aéronautique, et que donc nous cherchons un accord qui soit un accord, pas une soumission. Pas une soumission. Nous avons aujourd'hui des entreprises à défendre. Si c'est une soumission, vous direz niet. Le président de la République a dit quoi? On doit être unis, on doit être ferme, on doit défendre nos intérêts, et nous avons toujours dit qu'il valait mieux, d'une certaine manière, un bon accord plutôt qu'un mauvais accord, et dans ce cas-là, il faut qu'on soit capable de se dire que nous défendons ce que nous sommes. Alors, vous parlez de soumission. On va parler d'une autre soumission, c'est la soumission de la France à l'Algérie. Après la condamnation de Boualem Sansal à 5 ans de prison en appel, et les autorités algériennes ont condamné le journaliste français Christophe Glaise à 7 ans de prison sous le faux prétexte d'apologie du terrorisme. D'abord, est-ce que vous dites que Sansal et Glaise sont des otages de la dictature algérienne? Non. Otages ou pas? Je ne vais pas aller sur ce mot. Ouais, pourquoi? Parce que ça va être un mot qui ne décrit pas ni l'engagement que nous avons et notre situation aujourd'hui. Je suis sûr que vous le pensez, mais vous ne pouvez pas le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement a une ligne très claire. Nous voulons que les écrivains, les journalistes, français en l'occurrence, puissent revenir chez nous, être libérés. Et le gouvernement fait tout ce qu'il faut et tout ce qu'il peut pour qu'ils reviennent. Il ne peut pas grand-chose a priori. On a 3 choses à vous dire. Un, on exige que leurs droits soient respectés, qu'on respecte, et en l'occurrence pour Boualem Sansal, le besoin de soins qui est le sien, que les avocats puissent les visiter, que les visites consulaires puissent avoir lieu. La deuxième chose, c'est tout ce que le gouvernement et tout ce que la procédure peut permettre de faire, nous devons aller le plus loin possible, et le président Tebboune peut toujours gracier l'un et l'autre, peut toujours intervenir, et c'est ce que souhaite le président de la République depuis le premier jour, vous le savez. Vous pensez qu'il y a un espoir ou pas? Troisième chose, c'est qu'au fond, ce qui se passe, ça dépasse largement la relation franco-algérienne. Quand, dans un pays, un écrivain, quelle que soit sa nationalité, et un journaliste, quelle que soit sa nationalité, sont mis en cause pour le travail qu'ils mènent et pour les idées qu'ils ont, vous voyez bien, c'est un enjeu aussi de crédibilité de l'Algérie sur la scène internationale. Il n'y a pas de soumission de la France vis-à-vis de l'Algérie. C'est pas qu'une question franco-algérienne. Est-ce qu'il y a une soumission de la France vis-à-vis de l'Algérie? Vous savez, la France est un grand pays, un pays libre, et nous ne nous soumettons à rien d'autre qu'à nos idéaux, qu'à nos valeurs et qu'à nos principes. Autre question qui ressemble à celle-ci, qui a un rapport avec ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Iran. Cécile Kohler et Jacques Paris sont détenus depuis 3 ans, encourent la peine de mort après avoir été inculpés par le régime des Mollahs d'espionnage au profit d'Israël. Je vous pose la même question que précédemment. Est-ce que ce sont des otages du régime des Mollahs? Comment la France entend-elle les récupérer? L'Iran est-il un État terroriste? Vous savez, la France a proposé et a obtenu qu'il y ait des sanctions de l'Union européenne contre les magistrats qui sont responsables de cette politique d'otages d'État. Et ce sont des mots, ce sont des mots qui ont été très clairement intégrés à la décision européenne de sanctionner les magistrats. Nous exigeons là aussi, et c'est notre priorité, la libération de nos 2 compatriotes. Nous récusons toute forme d'instrumentalisation. Et surtout, il faut être clair, les Iraniens, d'une part, nous demandent de ne pas sanctionner leur pays alors qu'ils ne respectent pas ou ne respecteraient pas les exigences du traité sur le nucléaire, et en tout à la fois nous dire qu'ils vont continuer à contrevenir au respect les plus fondamentaux de la protection de nos compatriotes. Donc, il y a eu des sanctions européennes. La peine de mort, Il y a eu des sanctions européennes. Il y a eu une plainte de la France à la Cour de justice internationale. Et nous pourrons aller plus loin s'ils ne sont pas libérés immédiatement. Mais je le redis, vous voyez, on a un débat très difficile avec les Iraniens sur les enjeux nucléaires, balistiques et autres. Dans ce cadre-là, les Iraniens voudraient que nous ne les sanctionnons pas. On ne peut pas tout à la fois demander ça et ne pas respecter les droits fondamentaux de nos compatriotes. 3 minutes de questions, ou 3 questions. L'après 7 octobre a débouché sur une vague d'antisémitisme sans précédent, notamment en France. Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI multiplient depuis les déclarations au relent antisémite ou carrément antisémite. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la France, de l'état de la gauche et du débat politique? Beaucoup voient en Mélenchon un antisémite et en LFI le premier parti antisémite de France. Est-ce que vous dites comme Aurore Berger, le nouvel antisémitisme tient en 3 mots, LFI? Ce que je dis, c'est que nous avons en France un principe qui s'appelle la République. Que cette République, elle protège nous tous, quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre religion, et la laïcité, c'est une loi, au fond, de protection et de liberté. Il y a 500 000 de nos compatriotes en France qui sont juifs. Ils n'ont pas à être assimilés à la politique de tel ou tel État, à la posture de tel ou tel personnage. Par LFI, vous voulez dire, et par Mélenchon.
Je parle plutôt du fait que, vous voyez, quand les personnes de confession juive sont attaquées dans la rue, mises en danger, parce qu'il se passerait des choses en Israël, je pense qu'il y a un énorme fourvoiement et une énorme menace. Donc moi, je crois à la République. Et je crois que tous les partis politiques qui utilisent, instrumentalisent et dévient de cette ligne, non pas seulement mettent en danger des compatriotes, et c'est irresponsable et inacceptable, mais mettent en danger le fondement et le creuset républicain qui est le nôtre et qui est une immense protection et qui a fait de la France un pays très particulier et que moi je veux défendre à tout prix. Rima Hassan a lancé un appel pour la mobilisation le 8 juillet qui conduira les manifestants à bloquer les rues de Paris, de la place de la République jusqu'au métro Belleville. Est-ce qu'on peut laisser faire ça ? Est-ce que le gouvernement et le préfet de police vont laisser faire ça ? Est-ce que ça peut être assimilé à un trouble à l'ordre public ? Alors, ce que j'ai compris, et je ne suis ni préfète de police, ni ministre de l'Intérieur, mais ce que j'ai compris, c'est que cette manifestation aura lieu simultanément dans plusieurs villes européennes. Elle est en fait déclarée par Amnesty International, et les forces de l'ordre seront, comme à chaque fois, 100% mobilisées pour qu'il n'y ait aucun débordement, pour qu'il n'y ait aucune provocation, pour qu'il n'y ait aucune violence, et donc une vigilance totale d'une manifestation qui, comme je vous le dis, est appelée par Amnesty International dans plusieurs villes et qui doit être... on a le droit de manifester. On a toujours le droit. Mais on doit respecter les lois, les droits, les biens, les personnes. En tout cas, depuis 7 octobre, LFI concentre son action politique autour de Gaza et de la Palestine jusqu'à transformer ce soutien en un soutien au Hamas, à la Palestine de la mer au Jourdain, comme dit Rima Hassan, et à l'Iran. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que nous devons aujourd'hui nous rappeler l'essentiel. 1, que les otages soient libérés. 2, que le cessez-le-feu soit prononcé. Nous devons évidemment être conscients des horreurs qui se passent sur le terrain. Il n'y a pas de journalistes aujourd'hui à Gaza. Et on voit les images terribles. Il faut que l'aide humanitaire puisse rentrer sans entrave. Il faut que le cessez-le-feu soit déclaré. Il faut que les otages soient libérés. Et surtout, il faut qu'on arrive à trouver une solution qui, pour les décennies qui viennent, rétablisse Alors on verra la ce paix qui et va se passer l'équilibre. demain à la Maison-Blanche entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Et nous, la France, on a une ligne constante sur ce sujet. C'est que la reconstruction, elle passe par une solution à 2 États. Elle passe par une solution où on désarme les terroristes. Elle passe par une solution où on construit plutôt qu'on ne détruit. Dernière question. Dîner d'Icrif, son président, Jonathan Arfi, a accusé Dominique de Villepin d'alimenter le feu, les outrances et les raccourcis coupables par son populisme mondain en devenant, selon lui, un Mélenchon des beaux quartiers. Arfi aussi a pointé des propos de Villepin au relent antisémite. Comment s'est-il interrogé ? Un ancien Premier ministre peut-il ignorer que son discours sur le contrôle des médias ou la finance, quelles que soient ses intentions, résonne pour beaucoup comme une rhétorique complotiste ou antisémite ? Est-ce que ça résonne aussi chez vous de cette manière ? Moi, vous savez, les propos d'estrade et parfois les emballements vont plus loin que ce qui est à nouveau ma seule boussole et qui devrait être la seule boussole de tous. La République, la protection de chacun et rien qui ne laisse penser justement qu'il y a des relents de quoi que ce soit. Notre débat, il se déshonore dans ces raccourcis. Et vous pensez à qui ? À Arfi ou à Villepin quand vous dites le débat se déshonore ? Plutôt à ceux qui ne respectent pas les républiques. Je n'ai aucun doute sur les positions de M. Arfi qui, je crois, défend à la fois une vision qui est la sienne, mais surtout il défend, je crois, des principes qui sont républicains. Vous considérez que Villepin a un problème avec les Juifs ? Je le laisserai réfléchir et répondre à cette question lui-même. Merci en tout cas à Amélie de Montchalin d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi Merci sur beaucoup. Radio J et à dimanche prochain. Merci.